Alors, je continue mes interviews avec la presse espagnole et sud-américaine. Aujourd'hui, j'ai été interviewé par Silvia Diez du magazine Pronto. Et elle m'a autorisé à enregistrer l'interview et à vous le proposer et à le diffuser. Alors c'est intéressant, vous allez voir, parce que j'essaie un petit peu de me renouveler, sinon je vais être amené à toujours dire la même chose. À un moment donné, nous nous sommes posé la question, comment arrêter de faire souffrir les autres et pourquoi souffre-t-on? Bon, c'est une sacrée question. Et donc vous verrez, c'est je crois la 28e minute. Alors bien évidemment, je vous rassure, je ne réponds pas à la question dans le sens je possède la réponse, mais j'amène ce que moi je pense, mon élément de réponse, qui va, ben, je l'espère, vous amener peut-être à y réfléchir, et puis peut-être vous vous direz, moi je pense radicalement autrement. En tout cas, je trouve que le sujet est vraiment passionnant, il est même assez essentiel. Enfin bref, je vous laisse écouter donc cette interview avec Silvia Diez, et puis on se retrouve tout de suite après la vidéo. À tout à l'heure. Dis-moi. Je peux te raconter un peu. Bon, j'ai lu ton livre, il m'a ému beaucoup. Je ne sais pas si il m'a coupé beaucoup, mais il m'a beaucoup touché. Oui. Mais euh, mm, aussi, je veux te mettre en contexte. Notre magasin est Pronto est un hebdomadaire qui, qui n'est pas un magasin spécialisé en psychologie. D'accord. Alors, on voudrait avoir aussi des petits conseils pratiques ou, D'accord. disons, que notre langage ne soit pas trop psychoanalytique si c'est possible, Bien sûr. parce, et que tout le monde puisse se sentir bouger aussi pour ce Ah, qu'on raconte. d'accord. Excuse-moi mon français qui est un peu rouillé aussi parce que Ça il revient y a vite. beaucoup, il y a beaucoup de temps que je ne parle pas français. Peut-on exercer la violence avec un sourire? Ah oui, 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 oui. Et elle marche d'autant mieux. Parce que quand quelqu'un te parle, dans ton esprit, tu réinterprètes ce qu'il te dit. Si jamais quelqu'un vient vers toi et qu'il a une sale tête et que tu te dis, oh là là, il risque d'être méchant, à l'intérieur de toi, tu poses une distance, tu te méfies, tu vois. Donc, s'il te dit une méchanceté, voilà, tu es vilaine, ça va pas tellement te blesser. Et même, tu vas interpréter, tu vas dire, ah oui, mais c'est un fou. C'est pour ça qu'il me parle comme ça. Tu vois, tu te sens pas concerné. Par contre, si jamais je viens à toi avec un beau sourire, avec de la séduction, alors tu vas complètement ouvrir ton esprit. Et là, si jamais d'un coup je casse et que je passe à dire des méchancetés, ça va beaucoup plus te blesser. Oui, parce que tu es pas tu n'as pas une résistance, disons, non? C'est ça, tu prends tout. Parce que c'est normal. Donc, si tu veux blesser ta compagne ou ton compagnon le matin, il vaut mieux lui dire, oh, qu'est-ce que tu es beau, qu'est-ce que tu es belle. Alors oui, il s'ouvre complètement pour être prêt à recevoir tout ce que tu vas dire. Puis tout de suite après, tu dis, oui, mais au fait, hier, qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu es vraiment bête, je ne comprends pas. Et c'est là que tu balances la violence. Et elle est beaucoup plus efficiente quand on a commencé par de la séduction et par un compliment. Alors que si tu rencontres quelqu'un en lui disant tout de suite une méchanceté, il va se fermer et tu vas avoir du mal à le blesser. Ouais. D'accord. On sait dans la vie, on sera plus facilement blessé par un ami que par un inconnu. Pourquoi? Parce que de l'ami, on prend tout ce qu'il va nous dire et on le prend pour argent comptant. Oui, et c'est ça, c'est comme ils agissent, les pervers narcissistes que tu racontes dans Oui, ton livre. oui, oui. Très souvent, oui, oui, c'est de la violence invisible. C'est une violence invisible que on ne voit pas arriver. C'est pour ça qu'on la prend complètement. Ouais. Mhm. Et ils sont des grands séducteurs aussi, non? Obligatoirement. Ça commence forcément par de la séduction. Alors après, dans mon livre, j'explique ce que sont les mécanismes de défense pervers narcissiques. Donc, tu as des personnes qu'on peut appeler des pervers narcissiques parce que c'est vraiment une stratégie de destruction. Et puis, tu as des personnes qui emploient des mécanismes de défense pervers narcissiques sans l'être forcément. Alors, ces gens-là, ça ne commence pas forcément par la séduction. Mais de cela, on est plus méfiant, donc ils nous feront beaucoup moins de mal. Comment peut-on décrire un pervers narcissiste? On peut être entouré d'un pervers comme ça, d'une personne qui agit comme ça, mais ne pas être conscient. Peut-on mettre en contexte des exemples comme tu Oui, fais dans le...
Ouais. Tu peux parfaitement être avec quelqu'un qui emploie des mécanismes de défense pervers narcissique et pas t'en apercevoir tout de suite. C'est quelque chose qui, en plus, arrive tout doucement. On a dit ça commence par de la séduction. Donc, évidemment, on est pleinement ouvert à recevoir ce que l'autre va nous donner. Et puis, petit à petit, la violence, elle va apparaître. On a une histoire, je ne sais pas si vous la connaissez en espagnol, d'une grenouille qui rentre dans une casserole et l'eau est froide. Tu vois, elle se sent bien, puis on met le feu sous la casserole et l'eau commence à chauffer et la grenouille se sent, tu sais, elle trouve même ça agréable. Et puis l'eau chauffe de plus en plus et quand l'eau se met à bouillir, la grenouille, elle est cuite. Et on pense que si elle avait sauté dans de l'eau bouillante, vite, elle serait partie, tu vois. Mais c'est un petit peu ça qui se passe avec nos pervers narcissiques. C'est que d'abord, on rentre en séduction, donc l'eau, elle est bien fraîche, tu vois. Et petit à petit, la violence va apparaître. Et quand la violence commence à apparaître, souvent, on ne réagit pas. Oui, Et c'est pour ça que c'est super bien ce que tu fais, parce qu'un article de journal, un livre, une conférence, etc., ça permet de réveiller les gens, de leur dire, mais faites attention, vous êtes dans un bain d'eau bouillante, il est temps d'en sortir. Et vous dites qu'il y a il faut que le lien soit très proche, non? Oui, C'est avec quelqu'un très proche que tu as ce... obligatoirement. Pour qu'il y ait une relation perverse narcissique, il faut qu'il y ait un lien déjà qui, au départ, est difficile à rompre. C'est-à-dire que c'est un parent vis-à-vis de ses enfants. Donc on parlera d'un lien filial. C'est un employeur ou un chef de service vis-à-vis d'un salarié. Il y a donc un lien de subordination. Ou alors c'est le lien amoureux. Donc des liens qui sont généralement difficiles à rompre. Mhm. Et comment il agit, le pervers? Peut-on entrer un peu dans ces mécanismes qu'il utilise Ouais. pour ses Pour- victimes? Bien sûr, pour moi, la personne qui emploie massivement des mécanismes de défense pervers narcissiques, c'est quelqu'un qui est proche de la folie et qui, pour pouvoir y réchapper, va créer, si tu veux, un couple fusionnel avec son enfant, son salarié, son amoureux, son amoureuse. Et à l'intérieur de ce couple va se jouer la folie de la personne. C'est-à-dire qu'au lieu d'être fou à l'intérieur de lui, on va dire il est fou à l'intérieur du couple. Par exemple, s'il a un côté qu'il aimerait montrer d'être brillant et qu'il a un côté qui le dérange parce qu'il a l'impression qu'il pourrait être quelqu'un de mauvais, dans cette relation fusionnelle, il va dire à deux, nous ne faisons qu'un, je suis le gentil, tu es le méchant. Tu vois? C'est-à-dire que ces problématiques intérieures, au lieu de se jouer à l'intérieur de lui, elles vont se jouer à l'intérieur du couple. Mhm. Et il te culpabilise Tout le temps. Tout le tout temps. le temps. Ouais. Alors ça, c'est important de le dire à tes lecteurs, c'est qu'il emploie ce qu'on appelle une identification projective, c'est-à-dire qu'il va te reprocher à toi ce que lui, il a peur d'être. D'accord? D'accord. Donc, quand la victime, elle comprend ce point-là, elle va transformer quand il doit dire je n'ai pas confiance en toi, par exemple. Il faut que vous entendiez qu'il dit j'ai peur de ne pas être un être en qui on pourrait avoir confiance. Et cette tâche que je supporte pas en moi, je te l'attribue à toi. Donc, remplacer le tu es mauvais, par j'ai peur d'être mauvais ou je suis mauvais. Tu vois? Et quand on a compris ça, déjà, ça commence à se déconstruire. Oui, mais vous avez mis des exemples qui sont très inquiétants. Par exemple, un patron qui a des relations avec des filles, non, qui sont bon, des femmes qui travaillent pour lui Oui, et elles arrivent à tomber en dépression elles-mêmes. oui, oui, oui. Je veux dire, comment on arrive dans ce procès-là à être si confus Alors, il ou y per- a une chose qui est souvent mise en place que j'appelle la paradoxalité. C'est-à-dire, à la fois, je vais te dire, tu es quelqu'un de bien, donc que je le disais au tout début dans la séduction, et tout de suite après, je vais dire, oui, mais enfin, tu es quelqu'un de nul. Et donc, l'esprit entend les deux choses. Donc, quelque part, on appelle ça le clivage, hein. On va se couper en deux. On va se dire, quelque part, je suis quelqu'un de bien, mais aussi, quelque part, je suis quelqu'un de mauvais. Et donc, on va avoir ce négatif qui va commencer à nous habiter de plus en plus, parce qu'au fur et à mesure du temps, c'est le négatif qui va prendre le dessus, bien sûr. La séduction, elle finit par disparaître. Hein. Et c'est tout à fait normal, oui, au moins de rentrer en dépression. Mais moi, j'ai rencontré des victimes qui, non seulement présentaient des symptômes dépressifs, mais qui, en même temps, présentent comment je pourrais dire, des symptômes post-traumatiques, comme des personnes qui reviendraient de la guerre. C'est-à-dire qu'elles se mettent à sursauter quand tu passes derrière elles ou s'il y a un bruit, tu vois, des symptômes post-traumatiques, beaucoup plus encore que la dépression. Ah, et il y a une angoisse aussi. Il Permanent. se- Oui, permanent.
Et ce qui est fou, c'est qu'à un moment donné, tu t'aperçois que l'angoisse qui devrait l'habiter lui, parce qu'il a tellement peur d'être coupé en deux, elle finit par t'habiter toi. Et quand toi, tu vas mal, lui, il va bien. Il va mieux. Ah oui, oui, oui. En fait, c'est son médicament. Mm. D'accord. Ah, quels sont les signaux d'alarme qui nous peuvent faire reconnaître qu'on est dans une relation ici? Quels sont les signaux d'alarme? Alors, ça nous dit, ça nous apprend beaucoup sur nous, je trouve, ce thème des pervers narcissiques, parce qu'à la fin, j'ai envie de dire, le sujet, c'est pas le pervers narcissique, le sujet, c'est ton lecteur. Le sujet, c'est la personne qui consulte. Eh bien, nous nous sommes séparés à l'intérieur de nous. Nous aussi, nous sommes clivés. J'ai dit tout à l'heure, il est coupé, hein? Está dividido. Il est coupé en deux, entre le mauvais et le bon. Mais nous aussi, nous nous coupons en deux, et nous recevons d'un côté le bon et de l'autre côté le mauvais. À un moment donné, c'est arriver à refaire une unité avec nous-mêmes. C'est-à-dire se recentrer sur soi, se reconcentrer. Parce que quand tu interroges des personnes qui ont rencontré d'autres gens qui emploient massivement des mécanismes de défense pervers narcissique, souvent les personnes te disent, mais au début, j'ai bien senti qu'il y avait quelque chose, mais j'ai fait comme si ça n'existait pas. Tu vois? La solution, c'est se recentrer sur soi-même. Ça, c'est tu vois, et prendre confiance dans tes ressentis. Tu ressens quand tu vois quelqu'un qui n'est pas forcément bon pour toi ou qui a un problème, il faut en tenir compte. Il ne faut pas faire comme si ça n'existait pas. Mais il y a aussi de la fatigue, non? Vous écrivez, il y a une manque d'énergie, il Oui, nous fait sentir coupable, oui, qu'on ne vaut rien. Il oui. y a des sentiments comme ça dans la personne victime. Oui. Alors, souvent, chez la victime, ça existait déjà avant qu'elle rencontre son pervers. Hein. Parce que D'accord. le pervers narcissique, il va appuyer sur ce qu'on appelle une faille narcissique. Mhm. C'est-à-dire déjà un manque de confiance en soi. Mais ce qui est intéressant de repérer, c'est que la faille narcissique, elle peut être structurelle, c'est-à-dire quand j'étais enfant, on m'a pas donné confiance en moi, et c'est souvent le cas, mais elle peut être aussi conjoncturelle, c'est-à-dire qu'elle arrive au moment où tu trouves un nouvel emploi. Tu sais que tu as les qualités pour l'emploi, mais tu sais que le patron n'est pas au courant. Donc tu as besoin de lui prouver que tu es quelqu'un de bien. Et si lui, dans ton besoin de lui prouver que tu es quelqu'un de bien, là, il va pouvoir te faire craquer. Donc la faille, elle n'est pas structurelle, elle est conjoncturelle. Et tout le monde peut être victime d'un pervers narcissiste. Plus ou moins, oui. Oui, oui. Mais il y a quand même des personnes qui ont été préparées. Parce que souvent, on répète des situations qu'on connaît déjà. Donc, généralement, quand j'ai rencontré des victimes de pervers narcissiques, c'est souvent des personnes qui, enfants, avaient déjà vécu ce genre de choses et qui se retrouvent à nouveau dans le même type de relation. Mais pas toujours. Pas toujours. Moi, j'ai rencontré aussi des gens qui m'ont dit, mais quand j'étais enfant, mes parents étaient gentils, tout le monde était gentil autour de moi. Et le jour où j'ai rencontré cette personne qui met en place des mécanismes de défense pervers narcissique, j'ai cru que c'était normal, que notre famille était spéciale, mais que dans la vie à l'extérieur de la maison, c'était normal de mal se parler, d'être violents les uns les autres. Beaucoup de personnes m'ont dit, au départ, ils croyaient que c'était normal. Hein. Euh, il a aussi des stratégies comme isoler la victime, non? Oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'il va dire à sa victime, tes parents, je les aime pas, tes amis ne valent rien, et il va rejeter. Effectivement, à un moment donné, ils vont rentrer. Le but, c'est de créer une relation fusionnelle où personne ne va pouvoir rentrer à l'intérieur pour dire non, ce que tu es en train de dire n'est pas normal. Ouais. Mhm. Donc, Ah, isolation. et pour le, pour le décrire, comment peut-on le décrire? Vous m'avez dit un peu, mais pour faire un petit résumé. C'est dangereux. C'est dangereux de vouloir le. Dans le sens où il existe des mécanismes de défense pervers narcissiques. Il existe des personnes qui sont à la limite de la folie et qui peuvent être amenées à employer ces mécanismes de défense pervers narcissiques. Les gens peuvent être très différents parce que si tu crées un modèle, dès qu'on va avoir affaire à quelqu'un d'autre, on va dire non, 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 mais c'est pas son cas. Mais normalement, enfin, si on voulait créer un modèle, c'est quelqu'un de séducteur, c'est quelqu'un qui a besoin de briller devant le plus grand nombre, c'est quelqu'un qui supporte pas la moindre tâche sur l'image qui monte, c'est-à-dire le moindre défaut. Lui n'a aucun défaut. Et dès qu'un défaut va apparaître, c'est là qu'il emploie la fameuse identification projective. C'est de la faute de l'autre. C'est l'autre qui me rend comme ça parce que moi, normalement, je suis quelqu'un de bien. Ouais. D'accord, d'accord. Euh, il y en a beaucoup dans la société actuelle. De plus en plus.
Alors, pas de plus en plus de pervers narcissiques, j'en suis pas sûr. Encore que quand on regarde les hommes politiques, on se dit qu'il y en a quand même pas mal, hein, et de tous les côtés. Enfin bref, c'est pas notre propos. Mais c'est vrai. C'est vrai. Enfin, je n'ai pas commencé en Espagne, mais en France, j'ai l'impression qu'ils sont complètement fous, les gens qui sont au gouvernement. Ce sont des malades. Enfin bref. Enfin bon, on va pas faire la psychanalyse du gouvernement, hein. Il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a beaucoup de travail pour ça. Oh là là, quelle catastrophe. Ouais, il est Mais non, mais des respecté. gens qui sont dans la paradoxalité, comme je disais tout à l'heure, qui n'écoutent pas les Français. Et quand les Français ne supportent plus de ne pas être entendus, alors ils sortent avec des casseroles, tu sais, et quand le président veut parler, les gens tapent sur des casseroles pour ne pas l'entendre. Et après, le président dit ah oui, mais on ne peut pas discuter avec des gens qui Ils utilisent. mettent des casseroles. Oui, mais même quand il n'y a pas de casserole, de toute façon, quand on parle, ils ne nous entendent pas. Et c'est marrant. Et ça, c'est typiquement l'identification projective. Ça ne marche pas à cause du peuple, parce que le peuple ne veut pas m'entendre. C'est fou, hein. Enfin bref. Mais ce sont des mécanismes de défense pervers narcissiques. Ça, c'est certain. Certain. Donc, on a affaire à des grands malades. Je ne me rappelle plus quelle était ta question. Non, ma question avait un intérêt, disons, plus sociologique, non? Je ne sais pas si c'est pour ça que vous avez commencé à étudier ça, parce qu'il y en a de plus en plus, Ah et oui, si notre société les propicie, je veux dire, il y a oui, beaucoup d'abus en général, non? Des relations abusives en oui. général. Et ça passe pour la norme, et ça semble normal. Et avec en plus une dictature des bien-pensants. C'est-à-dire que si jamais tu dis une phrase qui rentre pas, par exemple, les féministes en France prennent une place extraordinaire. C'est bien, hein, on a besoin de féminisme, on a besoin d'humanisme, mais à un moment donné, tu n'oses même plus parler. Parce que tu dis le moindre mot que je vais dire, ça va se retourner contre moi. Et parallèlement à ça, tu as, encore une fois, je suis désolé, les politiciens qui peuvent dire des énormités et ça passe comme une lettre à la poste. Il y a quelque chose il y a quelque chose de délirant, je trouve, dans notre société en ce moment. Hein, et en plus, bon, nous sommes dans une société d'image, donc mon apparence est extrêmement importante. J'ai pas le droit de me tromper, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, des fois, je fais de la radio notamment, quelquefois je dis des bêtises. Ça m'arrive. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais le jour où tu dis une bêtise dans les réseaux sociaux, mais tu reçois des insultes, c'est incroyable. Incroyable. C'est comme si tu étais devenu le pire. On est à la recherche du bouc émissaire, en fait. On est à la recherche Oui. du bouc émissaire, tout le temps. Pardon, à la Le recherche bouc, du... le bouc émissaire. C'est-à-dire celui sur qui on va pouvoir projeter tous nos péchés. D'accord. C'est pour parce qu'il y a une nécessité de sortir la rage. Il y a une La- nécessité de sortir la rage, je suis d'accord avec toi, et aussi le fait qu'on n'accepte pas la moindre tâche sur le vernis de l'image que l'on donne à voir. Moi, j'ai aucun problème à dire maintenant, mais il m'arrive de dire des bêtises. Et alors, je suis juste un humain, quoi. Tu vois, je me suis déidéalisé moi-même. Alors, j'essaie de pas en dire trop, des bêtises, j'essaie d'avoir un propos le plus intelligent possible, mais quelquefois je me plante. Et alors? Et alors? Alors, c'est parce qu'on a un culte à l'image Oui. qu'on est plus pervers narcissiste. Alors, il y a le culte de l'image, dans les deux, il faut l'entendre dans les deux sens, dans le fait que je veux montrer la meilleure image possible, mais aussi que je m'interdis de me tromper. Je ne D'accord. supporte pas la moindre tâche. Dès que j'ai une tâche sur je m'aperçois que j'ai dit une bêtise, je dis oui, j'ai dit une bêtise, mais c'était de la faute de l'autre. C'est parce qu'il m'a posé la mauvaise question. Tu vois? D'accord. Et tout le temps, non, je ne peux pas supporter la moindre responsabilité. Et d'ailleurs, quand je traite de la relation au pervers narcissique, je dis, vous êtes responsable aux gens. Et les gens, ils ne supportent pas. Ils me disent, non, 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 moi, je suis victime. Comme si victime, c'était la pureté absolue. Non. Et si vous n'êtes pas responsable de ce qui vous est arrivé, devenez-le. Faites ce qu'il faut pour être responsable. Parce que c'est intéressant d'être responsable de ce qu'on fait et de ce qu'on dit. Et de Et, ce... et Oui, aussi de ce que nous arrive, je veux dire. bien sûr. Une victime du pervers narcissiste doit aussi se faire responsable un peu de ce qui lui arrive. Il faut qu'elle le devienne, même si elle ne l'est pas. Évidemment, tu as des gens qui ont grandi dans un milieu de violence et quand ils arrivent dans le monde des adultes, sans s'en rendre compte, ils cherchent le même milieu. Donc, consciemment, ils ne sont pas responsables de ce qui leur arrive. C'est leur inconscient qui les pousse à revivre la même chose. Mais si tu veux, quand on fait un travail analytique, quand les gens viennent me voir, au bout d'un moment, je leur dis, ben, maintenant que vous avez compris que c'est votre inconscient qui agit, devenez responsable de ce qui vous arrive. Et la prochaine fois que vous rencontrez quelqu'un de malfaisant, eh ben,
allez-vous-en, allez-vous-en, passez votre chemin. Aussi, vous dites que c'est un peu dangereux questionner ou mettre en question la victime quand elle est dans un procès encore de se rendre compte, non? Oui. Je suis tout à fait d'accord, c'est vrai, c'est vrai. Si tu reçois quelqu'un qui est effondré parce que son pervers lui dit qu'elle est nulle chaque jour, et puis quand tu la reçois dans ton cabinet, tu lui dis, ouais, mais c'est de votre faute, la personne, elle s'effondre. Donc ça, c'est pas des choses à dire tout de suite, je suis d'accord. D'abord, il y a un travail où on écoute la personne, on lui permet de, ben, justement, on lui dit, vous existez, j'entends ce que vous dites, vous êtes là, vous êtes un vrai sujet. Et puis, quand elle a repris des forces, à ce moment-là, on va lui dire, bon, alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi avez-vous eu besoin de rencontrer quelqu'un comme ça? Qu'est-ce qu'il est venu vous montrer? Ou plutôt, qu'est-ce que vous êtes allé chercher, vous, dans cette relation? Mais effectivement, on ne dit pas ça à la première séance, parce que ce serait du sadisme. Et ça peut être favorable pour la victime d'avoir une expérience comme ça. Alors, moi, je serais tenté de dire que oui. Oui, forcément. On vit ce qu'on a besoin de vivre. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il faut pas, c'est pas une invitation au masochisme, hein, ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, si vous vivez ce que vous avez besoin de vivre, peut-être que vous avez à comprendre qu'il faut dire non, stop, je veux passer à autre chose. Mais c'est à un moment donné, réaliser, je suis sujet de l'histoire et à tout moment, je dois pouvoir en sortir. Ah, vous écrivez, on existe dans la mesure qu'on est capable de dire non. Oui, Ça m'a frappé aussi. oui. Euh, Comment est-ce qu'on peut définir un sujet? On définit un sujet par. Si je te disais, c'est quoi ton moi? Tu dirais, ben, tout ce qui est en dessous de la peau, c'est moi, et tout ce qui est au-delà de la peau, c'est non-moi. On va dire comme ça. Donc, tu te définis par rapport à une frontière. Et psychiquement, c'est quoi une frontière? C'est sa capacité à dire non. Non, je suis là, je ne suis pas d'accord. Donc là, j'ai dit ma frontière, j'ai dit mon contenant, comme une bouteille, après, je peux dire mon contenu, c'est oui, je suis d'accord, oui, ça, j'ai envie, et ça, on peut le partager. On ne se limite pas au non. Ça, celui qui dit non tout le temps, c'est le petit enfant de 3 ans. Il découvre le non et il s'en régale, et il a bien raison parce qu'il a besoin de se construire. Mais nous, adultes, à un moment donné, ouais, c'est ma capacité à mettre une frontière, à dire non, là, j'existe, ça, c'est moi, et toi, tu existes aussi. Parce que dire je suis sujet, c'est aussi dire à l'autre, toi aussi, tu es un sujet. Hein. Donc, c'est permettre à l'autre d'exister. Alors, ça ressemble à une petite violence, hein, le fait de dire non. Il y a des gens qui ne supportent pas qu'on leur dise non. Le pervers narcissique ne supporte pas qu'on lui dise non. Parce que quand tu lui dis non, tu n'es pas tout puissant. Tu dois compter avec moi. Et ça, il ne le supporte pas. Et c'est la façon, non? C'est le chemin, leur mettre des limites, disons. Oui, oui. Mais avant, oui, leur mettre des limites, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais c'est surtout dire ma limite, ce qui revient à dire la même chose. Hein. Si je te dis, tu n'as pas le droit d'aller plus loin que là, moi, j'aime pas qu'on soit trop près de moi. Donc, je te mets une limite à toi, mais aussi, je dis ma limite à moi. Donc, ça revient au même. À la fin, elles se rejoignent, nos limites. Hein. Mhm. Et ils sont des personnes très aimées par les autres parfois. Sont de grands séducteurs et qui appuient sur des liens extrêmement malsains. Hein. Si j'arrive à te convaincre que tous les gens bien sont des gens blancs, qui ont la peau blanche, tu vas dire, ouais, c'est intéressant ce qu'il dit quand même. Alors si je te dis tous les gens bien sont des gens qui ont la peau jaune, ça va te déranger. Donc oui, effectivement, il y a quelque chose du côté de la séduction où ils clivent. Tu sais, je disais tout à l'heure, ils sont coupés en deux. Hein, ils sont divididos, ils sont coupés en deux. Ils font la même chose avec l'objet société. On va dire, moi, tous ceux qui ont la même couleur de peau que moi sont des gens bien. Tous ceux qui ont une couleur de peau différente sont des gens mauvais. C'est le racisme. Le racisme s'appuie sur des mécanismes de défense pervers narcissiques. D'accord? Et c'est effectivement très séduisant. Regarde ce qui s'est passé en Allemagne dans les années 30. Quand Hitler a sorti son bouquin, je me rappelle, Mein Kampf. Mein Mein Kampf, Kampf. il paraît que je ne l'ai pas lu, mais j'entendais un psychiatre français qui disait, moi j'ai essayé de le lire pour savoir de quoi il s'agit, il m'a dit, mais c'est une ânerie, c'est très très bête. Et les Allemands dans les années 30, c'était un peuple très intelligent. Donc, a priori, ils l'ont rejeté, hein, Hitler au début. Et puis petit à petit, par des mécanismes de défense, justement, sur le principe du clivage, dans les années 40, 90% des Allemands suivaient Hitler, ce qui est impensable, ce qui est inimaginable. Surtout sur une bêtise pareille, parce que je veux dire, le nazisme, c'est juste très bête. C'est ce que dit Hannah Arendt. Hannah Arendt, c'était C'est une journaliste, philosophe. une journaliste philosophe qui a suivi le procès de Eichmann, qui a dit, mais ils sont juste bêtes. La banalité du mal, elle a écrit. C'est terrifiant. C'est terrifiant, la banalité du mal.
On préférerait que le mal, il ait des cornes, que ce soit le diable, qu'on puisse le reconnaître. Non, non. C'est juste un petit fonctionnaire qui fait son travail. Parce que dans le pervers narcissiste, il n'y a pas de morale, il sait pas ce qui est bien et ce qui est Non, mal. il a pas, alors il a une notion de morale dans le sens où il va l'utiliser. Il va utiliser la morale, donc il la connaît, puisqu'il va dire tu es nul parce que tu as fait ça. Il va, tu vas rationaliser ses actes et son fonctionnement. Aussi, il a une notion de culpabilité, sans quoi il serait pas pervers narcissique. Il serait un psychopathe. Le psychopathe, lui, il va te donner un coup de couteau, ça va le faire rire. Lui, la culpabilité, il connaît pas, mais il se cache même pas. Le pervers narcissique, lui, si tu vois, j'ai une dame un jour me dit, hier, je suis monté dans la voiture de mon mari en tant que passager. Il a fait une marche arrière, mais ça y est, ça dans le livre, je crois. Et en reculant, il a embouti ma voiture, il a cogné ma voiture. Et immédiatement, il s'est retourné vers elle et lui a dit, mais tu te gares jamais là. Donc, c'était de sa faute à elle. Tu vois, c'est parce qu'elle n'était pas garée au bon endroit. C'est pas parce que lui, il avait reculé dans sa voiture. Je dis qu'il a une notion de culpabilité parce qu'à ce moment-là, il sent la culpabilité. Et immédiatement, il la projette dans l'autre. Donc, il se sent pas coupable parce que il emploie des mécanismes de défense pervers narcissique. Mais s'il n'avait aucune notion de la culpabilité, il rentrerait dedans et il éclaterait de rire et il dirait bien fait pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut bien qu'il y ait une notion de culpabilité, sans quoi les mécanismes de défense pervers serviraient à rien. Et on peut être, moi ou vous, un pervers narcissiste et ne pas le savoir parce que tout le monde fait du mal à un moment donné aux autres. Ah bon? Je crois bien. Sûrement, ouais. Quand j'étais gamin, j'ai quitté des jeunes filles qui ont beaucoup pleuré, mais c'est pas, c'est pas grave. Elles s'en sont remis. Et comme disait Nietzsche, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Mais non, le pervers narcissique, quand même, il met en place des stratégies. C'est très paradoxalement pour te détruire et te garder en même temps, parce qu'il a besoin de toi. Hein. Tu es son médicament. Donc en même temps, il te dit que tu es nul, mais en même temps, il reste avec toi. Après, faire du mal aux autres. Pourquoi est-ce que tu voudrais faire du mal aux autres? Moi, je suis pas sûr qu'on fasse tellement de mal. Hein. Oui, tu arraches un pansement à quelqu'un, ça lui fait du mal. Tu marches sur les pieds sans le faire exprès, mais tu t'excuses. Non, je crois pas qu'on fasse tellement de mal. Je suis pas sûr. Non, Ou non, peut-être je veux dire, que j'ai une vision idyllique de la relation, mais je vois pas comment on peut faire du mal à l'autre. je veux dire, quand on est en couple, Oui, ou même dans une relation d'amitié, peut-être même, mais on peut, non? On peut faire du mal, je veux dire, je sais ouais. pas, ne pas être conscient et aller penser, penser seulement à toi et ne pas avoir Oui. tenu Il en faut compte être l'autre. égoïste. Mais moi, je pense qu'il faut être égoïste dans la vie. C'est pas sale d'être égoïste, c'est pas mal. Hein. Euh, quand tu te fais du bien, logiquement, les biens, ils se rejoignent à un moment donné. Si je me fais du bien avec quelqu'un, la personne peut se sentir bien avec moi et c'est un cercle vertueux. Je vois pas à quel moment le mal, il arrive. Moi, le mal, c'est quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup de mal à comprendre. J'ai beaucoup de mal à comprendre ça. Mais oui, je fais du mal à des personnes, et encore une fois, dans des relations amoureuses, quand tu dis c'est fini et que l'autre, il veut pas. Mais bon, c'est la vie, quoi. C'est pas grave. Et Mais alors, le pervers narcissiste ne se fait pas que cette question de si, s'il est... non. Non? Alors, le pervers narcissique tel que je l'ai compris, lui, il est juste dans sa protection au départ. Hein. C'est-à-dire que son truc, c'est de ne pas devenir fou. Après, on peut imaginer un sadique narcissique qui, en plus, éprouve de la jouissance à faire du mal à l'autre. C'est possible. C'est possible. Mhm. Ouais. Alors là, on est encore dans une gradation plus forte. Mais moi, les pervers narcissiques que j'ai rencontrés, généralement, c'est des gens qui évitent de se noyer. C'est des gens qui évitent de couler et qui mettent en place ces mécanismes de défense-là pour pouvoir survivre. D'accord. Ouais. Et pourquoi vous avez commencé à étudier ce phénomène? Oh, il y a eu plusieurs hasards à l'époque où j'ai écrit le livre, il y a déjà 12 ans. Hein. Je donnais des cours dans un institut de psychanalyse et j'avais créé un cours qui s'intitulait Les mécanismes de défense pervers narcissique. Et c'est à ce moment-là qu'une éditrice m'a contacté en me disant est-ce que vous écririez pour nous? J'ai dit bah ouais, les mécanismes de défense pervers narcissique. Et c'est comme ça que le livre a été lancé. Ouais. D'accord. En même temps, en cabinet, on reçoit beaucoup, beaucoup de gens qui souffrent, qui souffrent énormément de ce genre de problématiques. Ouais. Ouais, ouais. Et comment vous les aidez à récupérer Je vais te dire une chose qui va t'étonner, c'est pas normal de souffrir, dans une relation? même dans la vie, quoi. On se raconte des histoires.
On se raconte des histoires qui nous font souffrir, mais à un moment donné, quand tu t'éveilles un peu, tu dis, mais non, non, il n'y a pas de souffrance. C'est pas normal de souffrir. Mais on a accepté de souffrir hein, dans le travail, non, Il faudra qu'on se pose la question, mais on est hors sujet, mais il faudra qu'on se pose la question, quel bénéfice à souffrir? Pourquoi on a besoin de souffrir? Et quel est le bénéfice de souffrir? Moi, mais là, on va rentrer dans la spiritualité, donc on est hors sujet, non? Non, non, on peut parler un peu. Si le monde est amour, comme disent les religieux, Dieu est amour, Allah est amour, enfin, on entend ça partout. Si l'essence de l'univers est amour, et si je suis amour, je disparais comme une goutte d'eau qui tombe dans l'océan. Mais si je suis souffrance, je suis différent. Et là, j'ai le sentiment d'exister. Je me demande si la souffrance s'appuie pas sur un besoin de continuer d'exister. D'accord, ça nous donne une identité, vous dites. Ouais, ouais, une frontière, comme je disais tout à l'heure. Si l'univers est amour, si je suis amour, ben, j'existe pas en tant que sujet. Je sais pas, hein, je propose ça. Hein. Alors j'espère que vous aurez trouvé ce débat un peu plus original que d'habitude. En tout cas, j'essaye de changer. Hein. Vous avez vu, on a enregistré une fois une conférence, une fois en direct un journaliste, et là c'était vous l'aurez compris, par Zoom. Donc si ce type de vidéo vous plaise, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, et puis mettez en commentaire ce que vous en pensez, parce que je comprendrai très bien que vous ne soyez pas d'accord avec moi. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.